Entendu, merci Eric Tudy. Vous voyez bien mon écran? Je suppose que oui, sinon je serais alerté. Oui, oui, ça se Parfait, voit bien. parfait, Eric. Parfait, donc je vais vous parler en 4 points du format parquet, dont GeoParquet aussi. Et il y aura au milieu une petite démo live. Donc, ce format, là, le mois dernier, il a été par exemple mis en avant, c'est assez inhabituel, par un service statistique ministériel de l'Intérieur qui pointe une expérimentation au format parquet de diffusion des données de la délinquance enregistrée. Donc elles sont diffusées au format CSV, elles le seront toujours, mais en complément, le format parquet pour un fichier de plus de 3 millions de lignes, donc là on est dans de la diffusion un peu plus volumineuse, vous voyez, nous permet de réduire les volumes d'un facteur 40, on passe de 400 mégas à 11 mégas en parquet, donc on voit déjà tout de suite l'intérêt de ce format. Alors, l'INSEE avait déjà avait déjà promu ce format en 2023 avec un coup d'éclat de base de plus de 20 millions de lignes, fichier détail du recensement, chacune faisant 500 mégas au format parquet. Je l'évoque parce que cette sortie est accompagnée d'un joli guide d'utilisation avec des exemples concrets en R et en Python, et je reviendrai tout à l'heure. L'INSEE était assez, je crois, satisfait de cette première expérience de diffusion au format parquet. Et lors d'une conférence au sein des statisticiens européens, la fin 2023, c'était en anglais, hein, c'est ma seule diapo en anglais, mais Romain Le Sur a insisté sur l'intérêt de ce format, a précisé que l'INSEE, c'est quand même un fait majeur, l'utilise désormais en interne en remplacement du traditionnel format SAS, que j'ai connu dans ma jeunesse, parce que je suis statisticien INSEE d'origine. Et Romain Le Sur terminait son exposé en novembre 2023 sur cette question assez frappante, est-ce que c'est le futur de l'open data? Donc, on voit qu'il s'agit là d'un sujet prospectif qui agite beaucoup les statisticiens et les usagers de données. Donc, je rentre dans mon premier grand chapitre en faisant le comparatif parquet et les formats actuels de données, d'abord les fichiers plats. Donc, j'en cite quelques-uns, il y en a bien d'autres, hein, à la fois des formats de fichiers purement statistiques et d'autres qui sont davantage géographiques. Donc, ces formats ont des avantages, bien évidemment, qui sont connus. Là, j'ai mis un petit extrait de fichier CSV. Bon, ils sont faciles à produire, ils sont faciles à lire, grosso modo, avec des logiciels courants. Ce sont des standards pour la plupart, et parmi eux, bon, CSV par exemple, et d'autres sont recommandés, notamment par le référentiel d'interopérabilité. Et puis, XML ou JSON, par exemple, peuvent gérer des structures de données complexes, des listes insérées dans des listes, etc. Donc, beaucoup de souplesse. Alors, les inconvénients, on les connaît. Les formats, si on pense à CSV, sont fragiles, parfois. Les encodages variables, UTF-8 ou pas, des délimiteurs qui varient d'un pays à l'autre et même au sein d'un même pays. Les métadonnées sont généralement pauvres. En CSV, on n'a pas d'infos sur les colonnes en dehors de leur dénomination. C'est aussi souvent verbeux, enfin en tout cas avec XML ou JSON, des répétitions de noms de variables ou des balises, et puis surtout dès que les volumes de données deviennent importants, beaucoup de lignes et ou beaucoup de colonnes, eh bien ça patine assez vite. Alors évidemment, les bases de données nous offrent plus de puissance, avec, au-delà de la possibilité de gérer de gros volumes de données, des métadonnées riches, des colonnes typées, des statistiques. Avec une base de données, on peut lire et écrire, et on peut être plusieurs à le faire. Et avec l'indexation, eh bien, on peut aller directement aux endroits des tables pertinents pour la requête qu'on est en train de construire. Ça, ce sont les avantages des bases de données. Les inconvénients qu'il faut quand même rappeler, c'est que monter un serveur de base de données, ça n'est pas facile, le maintenir non plus. Qui dit serveur dit client-serveur et donc des protocoles de transfert qui parfois sont lourds et lents.
Et puis surtout, les bases de données présentent des formats qui, généralement, sont intimement liés à l'outil de requêtage. Il n'y a pas d'indépendance entre le format et l'outil pour manier les données. Donc, Parquet, évidemment, en tout cas, les concepteurs de Parquet ont fait ce constat très tôt et ont tenté de réunir le meilleur des deux mondes. Donc, le format Parquet, c'est un format de fichier plat. Il est totalement indépendant de tout outil de lecture. On peut le mettre où on veut, dans un téléphone, sur un serveur, sur son ordinateur personnel. Ensuite, comme dans les bases de données, les colonnes sont typées. Donc, ça facilite les calculs, de savoir qu'on a affaire à une date, à un nombre ou à une colonne qualitative, ou même à une colonne géométrique. C'est un format orienté colonne, c'est-à-dire qu'il sépare clairement les colonnes à l'intérieur du fichier. Et donc ça, c'est très utile quand on veut, dans une requête, n'utiliser que certaines colonnes. On va gagner énormément de temps. C'est un format ouvert, donc dans le cadre de la Fondation Apache, totalement indépendant de quelques acteurs que ce soit, privés ou publics. Il est déjà reconnu ou en voie de l'être à l'OGC, donc qui est l'organisme de normalisation géospatiale, avec comme objectif qu'il devienne un standard d'encodage des données géovectorielles en ligne, ce qui n'est pas rien. Et enfin, Parquet est un format riche, auto-documenté, qui est truffé de statistiques à plein d'endroits du fichier sur les différentes colonnes. Et à l'intérieur des colonnes, on a des subdivisions en pages, j'y reviendrai après. Bon, j'ai démarré en parlant du fait que, évoqué Parquet depuis relativement peu de temps, mais en réalité, c'est un format qui a plus de 10 ans. Il a d'ailleurs été co-créé par un Français, que je salue, Julien Ledem, qui était chez Twitter à l'époque. Et très vite, l'ensemble des grands acteurs des réseaux sociaux s'en sont emparés, en particulier parce que Parquet a pour vertu d'accélérer les requêtes, bien sûr, donc pour le big data c'est important, mais aussi est capable de gérer des structures de données complexes, très imbriquées, comme celles que les réseaux sociaux, évidemment, embarquent, des structures hiérarchiques très relationnelles. Donc c'était dans le monde du big data pendant 10 ans, jusqu'à ce que DuckDB, un super petit outil, le fasse émerger sous la lumière du grand public, typiquement à partir de 2022. Et puis en France, évidemment, le fait que l'INSEE l'utilise en interne et le promeuve en externe a beaucoup d'importance, l'INSEE entraînant dans son sillage d'autres services de la stat publique. Alors je vais vous présenter deux démos rapidement, avec des données Parquet et GeoParquet, donc personnalisées pour la région Grand Est quand même. Je commence avec des données sur la délinquance en tirant parti d'un fichier national des actes de délinquance. Donc pour toutes les communes de France, il y a plus de 3 millions de lignes, ça fait 11 mégas en Parquet, beaucoup plus en CSV. Et ce format, on va voir comment on peut l'interroger. Alors je vais utiliser deux outils libres et relativement légers pour ce faire, Dbeaver qui est un éditeur SQL et DuckDB que j'ai déjà évoqué, pour construire des requêtes SQL. Donc je bascule vers Dbeaver dans lequel j'ai préparé deux requêtes. Je vais juste détailler les groupes, je ne vous demande pas de lire mot à mot les différentes lignes. Dans mon premier bloc, je crée une vue, c'est-à-dire un alias vers la base nationale, donc qui fait 11 mégas au format Parquet. Donc c'est une vue vers un fichier HTTP en ligne. J'exécute ces requêtes en temps réel. Donc là, j'ai interrogé les 10 premières lignes d'un fichier de 11 mégas. Vous voyez que c'est instantané du point de vue du résultat. Et ça nous permet de voir le contenu du fichier. Donc on démarre avec une commune dans l'Ain. C'est bien national, il y a les années, il y a des classes, c'est-à-dire des types de délits ou de crimes, et puis il y a des faits qu'il faut nous intéresser si on veut regrouper. Par exemple, alors à l'échelle de Metz Métropole, que je définis par une liste de communes tirée d'une liste de communes de France,
qui est aussi une table de passage. Donc, je filtre ma liste de communes de France. C'est un autre fichier parquet, un peu plus petit, 2 mégas, je crois, avec le code EPCI de la métropole de Metz. Donc, je définis la vue. On vérifie rapidement qu'on a bien des 46 communes, je crois. C'est bien la métropole de Metz. Et je peux lancer ma dernière requête qui va, grâce à une jointure, agréger tous les faits de délinquance sur la métropole de Metz, les regrouper selon les 6 principales classes et par année. On a une jolie série où avec tout cela est quasi instantané. Je suis sous la seconde, bien que j'interroge plus de potentiellement 15 mégas de données en ligne. Alors, je reviens à mon diaporama juste pour faire un petit récap de ce que je viens de faire. Donc, la requête, on ne la relie pas. Un petit graphique ici pour simplement illustrer ce que j'ai produit. On voit qu'à Metz, métropole, ce qui a cru ces 6 dernières années, ce sont, en rouge par exemple, coups et blessures volontaires, intrafamiliaux ou non. Deuxième exemple, ah oui, avant de passer à mon deuxième exemple, j'insiste sur le fait que si mes fichiers faisaient plus de 10 mégas, je n'ai en réalité chargé, c'est pour ça que c'est très rapide, que 2 mégas de données par le réseau, grâce aux métadonnées inclus dans le format parquet, qui vont diriger le moteur de requête vers les endroits du fichier qui sont pertinents, donc ceux qui parlent par exemple de la métropole de Metz, et qui enseignent les seules colonnes dont j'avais besoin pour ma requête. Et on a donc un temps d'exécution là sous la seconde. Deuxième exemple, qui sera plus géographique, et avec des fichiers bien plus volumineux. Je vais produire un extrait sirène. L'idée, c'est de cibler ce qui se passe autour de la place Kléber à Strasbourg. Donc, je vais évidemment réduire mon champ géographique de façon massive. Donc, je lis un fichier sirène géolocalisé de presque 1 giga de données, qui est un fichier parquet en ligne. Et je vais m'appuyer sur le filaire de voix de la métropole de Strasbourg, qui fait 85 mégas, que j'ai réduit au format parquet. Vous voyez que la réduction est là encore spectaculaire. GeoParquet, c'est du parquet, mais avec une information géographique dedans. Ça me fait plus que 5 mégas en ligne. Donc, je reviens vers Deliver, qui est là. Je passe à mon deuxième onglet. Donc, je vais activer une extension spatiale. Je crée une vue vers mon sirène nationale. 1 giga de données, donc c'est juste une vue pour le moment. Je n'ai pas chargé de données. Ensuite, je vais créer une vue. Alors, je pourrais afficher, je vais le faire ici. Un extrait de ce fichier sirène, donc il fait 1 giga, mais je peux lire 10 lignes de ce fichier sans avoir évidemment à tout télécharger. Donc c'est du sirène, des codes sirène, code activité, etc., des adresses. Il y a aussi une géométrie dedans. Ça, c'est ma première table. Une deuxième vue sera vers le filaire de voix de Strasbourg et je vais pouvoir, à partir de là, cibler la place Kléber. C'est mon deuxième bloc ici, avec une instruction de filtrage sur la place, et définir un buffer. J'utilise là des fonctions purement SIG, en reprojetant de passer en référentiel métrique. Mon buffer, si j'essaye de le voir à l'écran, les débiveurs me permettent normalement de le faire, ce qui est fort intéressant. Je dois juste faire une petite manip pour lui indiquer qu'on a. Et vous voyez qu'à droite, là, on devine derrière la place Kléber, donc un tampon de 50 mètres qui l'élargit. Ayant mon buffer et mon sirène nationale, je peux joindre les deux par une requête spatiale d'inclusion que je lance. Vous voyez que là encore, elle est très rapide, bien que je lise potentiellement 1 giga de données. On va voir le résultat final de la même manière. Je fais une petite manip qui va me permettre de préciser que j'ai bien des données géométriques. Et je vais sélectionner tout le jeu résultant de ma requête. C'est 400 points à peu près, je peux même les voir en grand écran. Donc j'ai ici tous les établissements proches de la place Kléber à Strasbourg. Bon, il y en a plusieurs à la même adresse. C'est pour ça qu'on ne voit pas 400 points exactement. Je reviens à mon diaporama. Donc pour résumer,
on a dans cette deuxième requête démo pu lire 12 mégas seulement d'un fichier de 1 giga avec 1 seconde de temps d'exécution. Donc, pour essayer de comprendre quelle est la magie à l'œuvre qui nous permet d'avoir des temps d'exécution aussi rapides, je vais rentrer dans le détail du format Parquet et notamment de sa caractéristique principale qui est son orientation colonne. On voit ici à l'écran une table logique avec 3 colonnes, avec peut-être des types différents, colonnes ABC. Classiquement, un format de base de données va décrire physiquement cette information sous forme de lignes mises bout à bout. Donc ça, c'est pratique quand on veut insérer de nouveaux enregistrements. On a juste à rajouter à la fin du fichier les nouvelles lignes. Le stockage en colonne, lui, met des bouts de colonne bout à bout. C'est donc une organisation très différente. Elle a bien d'autres avantages. Comme on a des bouts d'informations cohérentes, chaque bloc se compresse très bien. On a des suites de nombres, des suites de dates, des suites de codes, caractères. Donc l'encodage et la compression est évidente et bien facilitée. Et puis surtout, quand une requête ne fait intervenir que 3 ou 4 colonnes parmi 50, on peut aller directement, grâce aux métadonnées du fichier, extraire les seuls éléments d'information dont on a besoin, donc économie de bande passante et gain de rapidité plus. Donc, le format Parquet distingue des colonnes et ensuite organise l'info par groupe de lignes. Alors, des groupes de lignes, c'est souvent des groupes d'1 million de lignes, c'est des gros groupes. C'est pour ça que ça s'appelle Parquet, parce que le schéma fait penser à des lattes. Donc, on a des regroupes, des column checks en anglais, puis vous voyez en bas à quoi peuvent ressembler, selon qu'on a des textes, des entiers, des flottants, voire des infos géométriques. À quoi ressemblent ces bouts de colonnes qui sont stockés dans un fichier Parquet. Ces bouts de colonnes peuvent être subdivisés en pages et on a des métadonnées pour les groupes de lignes et pour les pages. C'est-à-dire que le fichier est truffé de métadonnées qui vont aiguiller les moteurs de requête vers les bons endroits du fichier et donc leur permettre d'extraire uniquement les plages de bytes qui sont nécessaires et utiles pour une requête. Donc, lire et écrire, manier du format Parquet, c'est facile aujourd'hui. Vous pouvez le faire avec DuckDB qui lit le format Parquet, je vous l'ai montré, mais qui aussi le génère avec Copy2. Vous pouvez le faire en R, vous pouvez le faire en Python, et d'ailleurs avec bien d'autres langages. Et pour les curieux de R et Python, je n'ai pas le temps ici de développer, mais je vous renvoie au tutoriel de l'INSEE que j'évoquais au début sur les bases du recensement mises en ligne en 2023, qui est nourri d'exemples très précis et faciles à comprendre. Donc les plus de Parquet, je les rappelle, et puis je développe un petit peu. C'est un format compressé. Cette compression ne ralentit pas la lecture, c'est-à-dire que la décompression est ultra rapide. Il décrit des types qui peuvent être complexes, donc des vecteurs, des listes, des maps, je rentre plus dans du jargon technique, mais des structures imbriquées hiérarchiques qui peuvent décrire des documents. Et donc ça s'adapte très bien à une géométrie spatiale qui est souvent en elle-même imbriquée, que l'on pense à des multipolygones, des multilignes, ou à des collections de topologies différentes. Il est conçu aussi, donc au-delà de la compression, dans la façon dont les données sont encodées pour qu'elles se chargent en mémoire quasiment sans transformation. Donc en cela, ça rappelle ce que le projet Arrow est en train de construire. D'ailleurs, ce sont plus ou moins les mêmes personnes qui sont, ce n'est pas un hasard évidemment, derrière Parquet et derrière Arrow. Et puis Parquet, mais on peut le lire et l'écrire, surtout le lire, ce qui nous intéresse avec des outils très légers, open source, comme DuckDB. On peut même dans le navigateur interroger des bases en ligne. C'est évidemment très ludique et c'est de nature à faire rentrer dans le jeu de l'open data et de l'interrogation des données bien plus de monde que les seuls spécialistes. Je termine avec les conséquences de tout ça. Parquet bouscule en effet, c'est
canard dans le jeu de quilles, pour faire le lien avec DuckDB, concurrence les formats existants, et beaucoup ne l'ont pas vu venir. Ils sont un peu désorientés, mais heureusement l'INSEE a pris le pli rapidement. Donc les classiques Géo, JSON, CSV, ce ne sont plus les seuls standards. Le Parquet séduit parce qu'il est compact, il est ultra maniable, il est très rapide à lire. J'avais écrit moi-même un article fin 2022 au titre un peu provocateur sur le fait que Parquet, à terme, remplacerait sans doute CSV. En tout cas, pour le moment, il le complète très bien. Il permet de se passer d'une base de données, quand même quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place, qui requiert une machinerie lourde. Et puis, il est déjà en œuvre dans la communauté géomatique QGIS, logiciel probablement le plus utilisé, en croissance forte encore de nos jours, le supporte en lecture et en écriture, et contribue à l'accélération de son adoption. Il lui manque juste d'être lu dans Excel ou dans Sheets. Je pense que Microsoft ne voit pas d'un bon œil encore la concurrence de Parquet par rapport au format Excel, mais je suis bien certain que l'intégration dans les tableurs ne va pas tarder. Et enfin, Parquet concurrence le principe même des API. Alors, pas de toutes les API, mais on voit bien que dès lors qu'on peut interroger directement un fichier en ligne, pourquoi s'embêter à passer des mois à développer une API avec des mécanismes de quota, de compte utilisateur, alors qu'il suffit de mettre un fichier en ligne et de laisser les gens, grâce à leur navigateur et à SQL, qui est un langage parmi les plus connus, qui est une API universelle, et il est bien plus simple de simplement déposer un fichier que de développer des API, souvent d'ailleurs à la syntaxe variable, d'un projet à un autre. Là, je mets un lien vers un article en anglais qui est particulièrement intéressant. Donc, Parquet, c'est une formule économique pour des bases moyennes, voire grosses aussi, mais on peut penser aux nomenclatures. Très amicale donc pour les gestionnaires, évidemment pour les usagers. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? J'en termine là pour rester dans les temps avec une petite séquence pub. Et vous trouverez également dans le diaporama que vous pourrez récupérer toute une bibliographie avec des articles en français et en anglais pour certains, aussi des ressources utilitaires pour jouer avec ce format Parquet et GeoParquet. J'en termine là et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Eric. Effectivement, on ne peut que tomber sous le charme du format Parquet. Voilà, donc à voir à usage. Et puis, on va passer aux questions. Oui, parfait. Donc, on commence à cette première question qui a été posée par quelqu'un qui dit: est-il prévu le développement d'outils d'interrogation pour les chargés d'études qui ne maîtrisent pas du SQL? Est-ce qu'il est prévu? Il existe en effet pas mal d'outils. Alors, vous avez des outils de type exécutable, hein, comme TAD Viewer, vous pouvez taper dans Google, qui permettent d'ouvrir un fichier Parquet, de le filtrer, de faire même des tableaux croisés dynamiques, d'exporter le résultat. Donc ça, sans la moindre ligne de code. Mhm. C'est déjà sympa. Il y a même des tableurs en ligne, j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra, qui similaire à Google Sheets, mais avec toute la puissance de Parquet, qui permet de faire tout ce qu'on peut faire avec un tableur sur ces fichiers-là. Il y a des explorateurs, d'ailleurs, dans le sillage de l'INSEE, là, le point des statisticiens de la stat publique propose des explorateurs. Sinon, pour les habitués de R et de Python, il y a des packages. Package DuckDB dans R, ou Arrow, PyArrow, ou Polars dans Python, et dans bien d'autres langages. Et là, dans ce cadre-là, vous pouvez programmer, donc dans R avec dplyr, c'est-à-dire comme d'habitude, ou dans Python avec Polars sans faire de SQL. Donc le SQL n'est pas obligatoire. Bon, sous le capot, ces langages traduisent en fait pour vous en SQL ce que vous pouvez définir dans d'autres langages. D'accord. Donc, on passe à la suite. Je pense qu'on a déjà répondu à ces questions, mais si jamais, est-il possible de manipuler des données au format Parquet uniquement à l'aide de R ou de Python?
Oui, voilà, c'est ce que je viens de. C'est ça, mais oui, c'est ça, voilà. Mais c'est uniquement à l'aide de ces deux outils. Tout à l'heure, il me semble que Ah, il y en a d'autres, il y a Julia, il y a voilà, Node.js, JavaScript avec Observable. ouais, voilà. En fait, pour lire, et souvent ça s'appuie sur DuckDB, qui est un petit moteur de base de données qui fait 20 mégas, qui est embarquable dans plein d'environnements et de langages, ce qui donne à Parquet sa grande ubiquité. Évidemment, il y a tout le monde du big data aussi. Spark, Hadoop, BigQuery. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Oui, oui, parfait. Et on a une autre question. Sur les principes, un dataset au format Parquet est donc indexé. Est-ce que c'est une mini base de données au format fichier? Oui, alors un fichier Parquet, lui, c'est un jeu de données. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on peut aussi construire, en tout cas, exprimer un jeu de données au format Parquet, mais sous forme d'une collection de fichiers Parquet. On parle d'une partition qui a une très grosse, enfin un très gros jeu de données de plusieurs millions de lignes, même de plusieurs centaines de millions de lignes. On peut le diviser par année, par région, par exemple, ou les deux, et donc le décrire sous forme d'une collection de fichiers Parquet. Et les moteurs de requête vont le traiter comme s'il s'agissait d'un seul fichier Parquet. Mais un fichier Parquet ou une collection correspond à un jeu de données. Une base de données, c'est typiquement plusieurs jeux de données, donc ça vient en complément. Donc je vois qu'il y a une question aussi sur les liens avec Postgre. On peut manipuler les uns et les autres en complément, en parallèle. DuckDB en particulier permet de lire de façon quasiment transparente aussi bien ce qu'une base Postgre ou d'autres contiennent que ce qu'un fichier Parquet a à proposer, ou un CSV ou un JSON. On va vers un découplage plus largement entre les moteurs de requête et les données qui peuvent être encodées dans n'importe quel format, ce qui nous permet de sortir de cette espèce de prison qu'on connaît bien dans le monde des bases de données. On est dans une base Oracle, on est dans une base Postgre, on doit utiliser les moteurs qui vont avec. Ce vers quoi on va, et bon, les data scientists y sont habitués avec R ou Python, c'est votre moteur d'interrogation favori d'une part, et puis des formats que vous interrogez à distance, optimisés pour être lus rapidement, optimisés pour le cloud aussi. On peut les mettre sur S3, sur Amazon, et donc les rendre partageables, et pour leur gestionnaire, les déposer très facilement sans gérer des grosses bases de données. Parfait. On a le temps encore pour une question de plus, vous pensez? Allez, une dernière question. Une dernière, oui. Conclure. Et alors, DuckDB permet de produire du format Parquet à partir des CSV des données et des métadonnées. Et existe-t-il un tuto sur DuckDB pour cela? Oui, donc alors DuckDB permet de générer du Parquet, et bien d'autres outils aussi le permettent, dans R ou dans Python. Des tutos, alors il y a un site duckdb.org qui est très bien fait, avec beaucoup d'exemples. Moi-même, sur le blog isem7.fr, j'ai fait toute une série d'articles sur DuckDB en usage purement stat ou en usage géospatial, avec des exemples concrets. Donc allez voir isem7.fr, vous verrez ces usages-là. Et dans la bibliographie que j'ai rapidement évoquée, il y a aussi d'autres tutos faits par l'INSEE ou par d'autres. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser et qui va vous rendre d'énormes services par son côté amical et par sa rapidité d'usage qui vous permet de démultiplier les explorations, de faire des jointures, j'ai essayé de le montrer aussi, extrêmement facilement entre fichiers qui peuvent être ici ou là. J'ai joint une nomenclature, vous l'avez vu, le filaire de circulation de Strasbourg Métropole avec sirène de l'INSEE. Donc la même requête fait intervenir des sources totalement différentes, sans la moindre difficulté. Eh bien, merci beaucoup, Éric Mauvière, pour cette présentation et ces réponses en question. Donc, voilà, pour conclure, un grand merci aux intervenants pour la qualité de leur présentation, Nicolas Sagne et Éric Mauvière. Donc, inscrivez-vous sur la newsletter Data Grand Est qui vous permettra de voir les prochains événements auxquels on vous invite à participer. Et pour conclure, j'ai rappelé les prochains webinaires, je vais vous rappeler les prochaines journées
d'animation. Donc, les prochaines journées d'animation, c'est le 28 mars, on aura une journée juridique sur les données à Nancy, et le 30 mai, donc une journée d'animation Data Grand Est, les données des énergies renouvelables, à Besançon. Encore merci à tous pour votre participation et à bientôt donc sur les événements Data Grand Est. Merci encore, bonne journée, au revoir. Merci. Bonne journée à tous.